Cet agent IA va vous permettre d'analyser de manière complète votre entreprise. Donc par exemple, analyser vos chiffres et faire toutes vos prévisions futures ou analyser vos performances passées pour vous donner en conséquence des conseils stratégiques. Et l'IA pourra même vous rédiger ces rapports d'analyse. Donc ça, c'est parfait pour les consultants, les chefs d'entreprise qui cherchent à avoir un conseiller bien moins cher, plus performant et disponible tout le temps. Et si tu es une entreprise et que, comme notre client, tu es intéressé pour automatiser certaines de tes tâches ou certains de tes processus pour te concentrer sur la partie importante de ton business, pour la création de la chaîne YouTube, j'offre 5 places, donc 5 agents IA gratuits et personnalisés. Donc pour ça, il y aura un lien dans la description. Vous pourrez prendre rendez-vous, comme ça on pourra parler de votre projet. Alors n'oubliez pas, il n'y a que 5 places, donc premier arrivé, premier servi. Cet agent IA, on l'a d'ailleurs développé pour un client qui faisait du consulting en stratégie de développement. Donc ça lui impliquait de lire, comprendre, faire des rapports sur tous les documents de l'entreprise, l'administration, l'organisation, les processus. C'était pareil pour tous les tableaux Excel sur les données d'entreprise. Donc comprendre pourquoi à tel ou tel moment il y avait une hausse ou une baisse, alors que tout ça, ça peut être automatisé. Donc là, pour la vidéo, j'ai simplifié le workflow pour vous montrer la technologie derrière. Bien évidemment, dans le cadre d'une entreprise, il faudra savoir personnaliser et paramétrer les IA, savoir classer les informations qu'on lui donne et également, vous allez voir, le retour des informations, là on l'a sur l'interface N8N. L'idéal, c'est d'avoir un PDF propre et professionnel, mais ça fera déjà un bon premier aperçu. Alors pourquoi on ne donne pas simplement le nom de son entreprise à ChatGPT et dire qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Les IA en général, elles tirent leur connaissance de deux branches, les données d'entraînement que l'entreprise lui a données et maintenant le web. Donc en fait, ça pose un problème, c'est que les connaissances de ChatGPT par exemple sont très génériques et limitées. Ça va être des connaissances un peu Wikipédia, c'est-à-dire qui sont les créateurs, quels sont les services et les produits proposés, mais ça ne permet pas de réelle analyse interne de l'entreprise. Donc pour ça, on va lui ajouter ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Ça, j'expliquerai par la suite. Mais dans cette base de données, on va lui donner les valeurs, les processus, les chiffres, les forces, les faiblesses de l'entreprise. Et ça va permettre à votre entreprise d'avoir accès aux capacités d'analyse, de calcul et de réflexion des IA qui sont aujourd'hui bien plus performantes que les humains pour vous donner des meilleurs conseils stratégiques, la prévision de vos futurs résultats, ça va le calculer beaucoup plus rapidement, des rapports détaillés, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'une base de données vectorielle ? Dans l'univers de l'intelligence artificielle, lorsqu'on pose une question à l'IA, on va prendre l'exemple de « rédige-moi un paragraphe sur les châteaux de France », l'IA, elle ne comprend pas notre langage. L'IA, elle comprend des nombres et en l'occurrence des suites de nombres. Donc quand on lui rédige un prompt, elle va d'abord traduire avec son dictionnaire, c'est-à-dire que chaque mot, chaque sens va avoir une liste de nombres associés. Et une fois qu'elle a traduit notre prompt, elle va regarder dans sa base de données vectorielle, donc ses connaissances, quelles sont les informations qui se rapprochent le plus en fonction de notre prompt. Donc là, en l'occurrence, 367.1.46, ça se rapproche le plus de notre mot France, 368.1 de notre mot château. Donc l'IA va récupérer sa connaissance qui est la plus proche par rapport à notre prompt et va la retraduire dans notre langage. Donc tout l'intérêt de la vidéo, ça va être de savoir construire cette base de données vectorielle et du coup rajouter des connaissances à notre IA. Alors pour la démo de cet agent IA, j'ai créé une compagnie, une société fictive, mais ça servira d'exemple, avec différents tableaux Excel et PDF. Donc là en l'occurrence, on a les chiffres sur les feedbacks, les chiffres sur les chiffres généraux, donc chiffre d'affaires, dépenses totales, ROI, les différents produits de la compagnie, leur nombre de ventes et le résumé de l'entreprise. Donc là, l'idée, ça va être d'interagir avec l'agent IA qui a accès à ces données et de pouvoir avoir ses analyses et ses suggestions stratégiques. Donc pour ça, on peut lui écrire
un message, fais-moi un résumé des chiffres de 2024, donne-moi les points forts et faibles et donne-moi des suggestions stratégiques. Donc là, ça demande à l'agent IA. On récupère nos données dans notre base de données vectorielle. Ça nous envoie, ça nous crée le message. Et normalement, voilà, on a bien la réponse avec le résumé des chiffres, les points forts et les points faibles, et enfin les suggestions stratégiques. Donc ça fonctionne bien. Et maintenant, on va voir comment on construit cet agent IA. Alors, comment créer cette fameuse base de données vectorielle? Pour ça, on va utiliser l'outil Qdorant. Qdorant qui va nous permettre de stocker ces fameuses listes de nombres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc une fois que vous avez créé un compte sur qdorant.io, on va vouloir créer un cluster. Le cluster, c'est le serveur, votre serveur, dans lequel on va stocker nos données. Une fois que vous avez créé votre serveur, alors vous pouvez tout à fait utiliser le free tier, c'est gratuit et en plus c'est largement suffisant dans notre cadre d'exemple. Vous allez pouvoir accéder à l'interface de votre serveur. Dans ce serveur, on va vouloir créer des collections. Les collections, ça va être nos dossiers dans lesquels vont être rangées nos données, mais ça, c'est pas possible de les créer depuis l'interface Qdorant. Donc pour ça, on va se rendre dans l'interface N8N et on va faire une requête, c'est-à-dire une demande à Qdorant de créer cette collection. Alors pour ça, on va d'abord fixer où est-ce qu'on veut que la collection soit créée. Donc pour ça, on spécifie un URL qui va être décomposé en plusieurs parties. La première partie, c'est la localisation du serveur en général. Cet URL, on le trouve dans Use the API. Vous pouvez copier-coller l'endpoint et vous aurez la première partie de l'URL. Ensuite, dans ce serveur, on va vouloir créer une collection, donc /collection. Et ensuite, on va vouloir donner un nom à cette collection. Donc, disons données entreprise. Pour cette requête, on va également définir des paramètres. Notamment, le premier, ça va être comment se connecter à notre compte Qdorant. Donc pour ça, on donne un paramètre de API-key et on va vouloir lui copier-coller notre clé d'API. Cette clé d'API, on la trouve ici. Hop, vous avez juste à vous créer une clé d'API et à copier-coller la valeur ici. Ce paramètre, on va l'envoyer sous un format JSON. Donc on précise bien un autre paramètre content type et comme valeur application/JSON. Et enfin, on va spécifier un body. Donc ça, pas besoin de comprendre, juste size. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Que dans le dictionnaire d'une IA, on va définir pour chaque mot une liste de nombres. Là, dans le cadre de l'exemple, j'ai mis une liste de nombres de taille 3. Dans le cadre concret, on utilise des tailles de listes de nombres de 1536, c'est-à-dire 1536 nombres pour définir un mot ou un sens. Et normalement, si tout a bien été paramétré, on peut tester. Ça nous renvoie un success. Et si on se rend sur l'interface du cluster, normalement dans collection, ça nous a bien créé la collection données entreprise. Donc on se retrouve bien avec notre collection données entreprise. Maintenant c'est vide, on va vouloir y insérer des documents. Donc tous les documents, toutes les données d'entreprise, je les ai stockés dans un drive Google que j'ai appelé Company Data. Pour pouvoir y accéder, on va avoir besoin de l'identifiant et pas du nom de notre folder. Donc pour ça, un nœud Google Drive, search, donc pour chercher un folder, et on lui indique le nom de notre dossier. Et ça, si on teste le nœud, ça va bien nous renvoyer l'identifiant de notre folder. Donc là, on va pouvoir accéder à tous les fichiers
de notre dossier. Notre folder, il se divise avec des fichiers PDF et des fichiers CSV. On va vouloir, par souci de clarté, y accéder de manière indépendante, d'où les deux branches. Alors pour récupérer tous les fichiers CSV, on va faire une requête, donc une demande à Google de nous lister les différents documents CSV. Pour ça, on lui indique un URL, donc ça pareil, vous pourrez le copier-coller, et on va lui dire dans quel dossier il va devoir chercher. En l'occurrence, dans le dossier Company Data, dont on a récupéré l'identifiant juste avant. Donc on drag and drop l'identifiant ici, et on lui précise qu'on veut seulement les dossiers, les fichiers, pardon, CSV. Donc là, on teste, et on récupère bien les identifiants des 3 fichiers. On récupère ces identifiants sous la forme d'une liste. En l'occurrence, on veut y accéder un par un. Donc pour ça, un nœud split out qui va diviser cette liste en 3 items différents. Donc on lui dit les champs à diviser, en l'occurrence notre liste files. On teste et on a bien 3 items différents avec à chaque fois l'identifiant. Et après, c'est simple, un nœud Google Drive pour télécharger chacun des dossiers. Donc on lui dit que ça va être un dossier, on lui indique qu'il va falloir le télécharger et on lui donne l'identifiant. Donc l'identifiant à chaque fois récupéré sur Split, on le drag and drop, ça nous rend le JSON ID et ça va itérer pour chacun de nos items. Et normalement, on teste et ça nous renvoie nos 3 documents CSV un par un. Alors, pour les fichiers PDF, c'est exactement le même processus. Une demande, une requête HTTP à Google. On lui indique où est le dossier dans lequel il faut chercher tous nos fichiers. Donc en l'occurrence, le même, l'identifiant de Company Data. Mais cette fois-ci, on lui indique de nous récupérer seulement les PDF. On essaye, ça fonctionne bien. Il n'y a bien qu'un seul fichier PDF, sans titre.pdf. C'est ça. On a récupéré son identifiant. Donc là, il y a un split out au cas où on va y mettre plus de documents PDF. Ça nous renvoie bien qu'un seul identifiant puisqu'on n'avait qu'un seul item. Et ensuite, le même nœud. Un nœud, on lui dit que ça va être des documents. Un paramètre où il faut dire qu'il faut les télécharger. Et on récupère l'identifiant d'une split out qu'on drag and drop. Et ça nous télécharge bien notre PDF. Très bien, donc maintenant on va vouloir regrouper tous nos documents, à savoir le PDF et les 3 CSV. Donc pour ça on va utiliser un nœud merge. On va aller dire de append, c'est-à-dire d'ajouter à notre liste de CSV le fichier PDF. Normalement, voilà, ça nous a bien récupéré le fichier PDF et 1, 2, 3, les 3 fichiers CSV. Alors, si tu es intéressé par les détails de ce workflow, j'ai créé une communauté School où je mettrai toute la documentation de ce workflow. J'expliquerai chaque nœud et à quoi ils servent et j'expliquerai également tous les paramètres qu'on met dans chaque nœud. Comme ça, ça va vous permettre à la fois de récupérer cet agent IA et en même temps de comprendre ce que vous êtes en train de faire. L'idée, c'est de créer une communauté autour des automatisations et des IA où chacun peut apprendre et en même temps partager ses connaissances pour pouvoir se développer ensemble. Donc, reprenons là où on en était. On avait récupéré avec le nœud merge les 4 différents documents. Là, on va vouloir les insérer dans notre base de données vectorielle. Donc pour ça, on crée un nœud qdorant vector store et on va lui demander d'insérer des documents dans la collection qu'on avait créée, à savoir données entreprises. Donc c'est bien celle-là. Alors pour ce paramètre, je crois que 800 c'est la valeur de défaut. Je l'expliquerai dans ma documentation à quoi ce paramètre correspond. En l'occurrence, 800 est tout à fait convenable dans notre exemple. Ensuite, on va définir des embeddings. Alors qu'est-ce que c'est des embeddings? Ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les IA vont avoir besoin de traduire notre texte en langage humain en liste de nombres. Et donc ça, c'est ce processus-là
de traduire dans le langage des IA. On lui définit également un défaut data loader. Donc ça, comme on a à la fois des PDF et des CSV, on va lui indiquer de télécharger tous les types de données. Et enfin, le Recursive Character Text Splitter. Donc ça, on va prendre un exemple. Imaginons qu'on a un texte de 10 pages. On ne peut pas lui envoyer les 10 pages d'un coup. On va lui envoyer par groupe. Ça, il y a deux manières de diviser le texte. D'abord, on va définir un nombre de mots récurrents. Disons 5. Ça veut dire que les 10 pages vont être divisées en sous-groupes de 5 mots. Alors ça pose problème si une phrase est coupée en 2 ou 3. Pour pallier à ce problème, on utilise le Recursive Character Text Splitter. Donc là, ça va être assez intelligent pour couper nos informations à la fin d'une phrase ou à la fin d'un paragraphe. Et dans le cadre de données CSV, ça va les découper à la fin d'une ligne. Comme ça donne une cohérence aux données qu'on envoie à notre collection. Donc si tout est bien paramétré, ça devrait charger notre collection. Très bien, on vérifie. Et en effet, Données entreprise a bien récupéré les différentes informations. Super. Donc, maintenant que nos informations sont dans notre base de données vectorielle, on va vouloir interagir avec. Donc pour ça, on va utiliser l'interface N8N pour discuter avec notre agent IA. Donc on crée le trigger WhenChatMessageReceived. Alors ce nœud-là n'est pas obligatoire. Pour des workflows plus complexes, ça permet une clarté dans votre workflow. Là, on dit juste que la variable prompt va être égale au message qu'on a envoyé à l'agent IA. Et ensuite, on crée un nœud de AI Agent où on va lui donner le prompt, du coup la variable prompt pour la question qu'on a posée à l'agent IA. Et ensuite, le système message, c'est donc le rôle qu'on va donner à notre agent IA. Alors ça, je ferai une vidéo spéciale pour comprendre comment bien donner un rôle à une IA. Il y a des méthodes optimisées. Là, en l'occurrence, on lui a donné un contexte, on lui a dit les données auxquelles il a accès, et enfin, ses missions. On lui donne comme outil notre base de données vectorielle avec le traducteur, puisque une fois que les informations sont remontées à l'IA, il faut le traduire dans notre langage. Et enfin, un chat model, c'est-à-dire le modèle qui va nous permettre d'écrire le message final. Et donc là, on ouvre le panel pour écrire des messages. Et donc, on peut poser n'importe quelle question. Donne-moi les chiffres de mars 2024. Que peux-tu me dire dessus? Donc, ça va bien demander à notre base de données, traduire les informations autour et nous écrire le message final. Et donc, on devrait avoir la réponse, donc les chiffres clés de mars 2024 et l'analyse sur ces chiffres. Donc voilà le workflow au complet. Je répète que toute la documentation sera disponible dans mon groupe School. Donc il y aura à la fois tous les détails et en même temps le fichier de l'agent IA au complet. Comme ça, vous pouvez le copier-coller et en même temps comprendre exactement comment il fonctionne. Et si vous avez une entreprise et que vous voulez un agent IA plus personnalisé, je répète qu'il y a 5 agents IA gratuits à gagner, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Merci d'avoir regardé la vidéo.